Bonjour à tous. Je te laisse te présenter peut-être. Oui, donc Nabil Kerfi. Voilà, je suis intervenant sur le lycée Louise Labbé, donc à Lyon 7e, et j'interviens donc sur le BTS SAM, voilà, en culture économique, juridique et managériale. Même si nos tâches vont bien évidemment bien au-delà. Voilà, c'est mon cœur de métier, en tout cas cette année. Bonjour, moi c'est Philippe Picon, donc j'interviens aussi, je suis PLP, j'interviens dans un lycée professionnel, à la fois en bac pro et en BTS. Et puis ça fait quelques années que j'essaye d'innover. Je crois qu'on va commencer par le petit pitch vidéo. Par le pitch vidéo. Voilà, donc juste peut-être pour continuer sur l'introduction, c'est un petit pitch vidéo qui retrace un petit peu toute l'expérimentation qu'on a commencé il y a maintenant grosso modo 1 an et demi. Donc c'est une vidéo qui, sur les grandes lignes, voire à 90%, a été réalisée par une de nos étudiantes. Voilà, donc c'est une des compétences qu'on essaie de développer sur, voilà, sur le montage vidéo et d'autres choses comme ça. Voilà. Donc, bonjour, merci d'être Je pense qu'il faut juste éviter les vacances de tout ça. Ça sera dans 20 jours. Bonjour. Alors, voilà, donc on peut peut-être commencer par remercier Laura Xavier, l'étudiante en BTS, qui nous a préparé ce pitch de présentation. Et je souhaiterais qu'on revienne un petit peu sur cette immersion et simulation en BTS SAM. Et j'aimerais bien savoir quel a été au départ, pour la création de l'ETS Digital, donc ça fait presque 2 ans, quel a été l'objectif principal de la création de cette entreprise virtuelle ? Alors, si on prend vraiment au départ, notre objectif est un objectif de professionnalisation et d'employabilité. On a entendu tout à l'heure des gens qui nous ont parlé de la transformation rapide des entreprises au point de vue digital, au point de vue organisationnel, ce qui fait qu'elles recherchent aujourd'hui non seulement du personnel qui sache utiliser les outils digitaux, mais aussi du personnel qui soit capable de s'adapter à ces changements rapides. Et donc, on va essayer de développer, ça a été notre idée du départ, l'adaptabilité, l'autonomie, l'organisation, le travail collaboratif étendu, j'ai entendu le mot tout à l'heure, étendu, avec, on va dire, tout un ensemble de profils différents. Parce que nous, on a des élèves qui ont des profils différents, et demain, dans les entreprises, et aujourd'hui déjà, on a des profils très différents. Donc, il faut savoir travailler avec tout le monde. Donc, je crois que c'était l'objectif principal, professionnalisation, employabilité, parce que quand vous êtes en charge d'un diplôme, au départ, vous pensez examen. Mais en fait, je pense que ce que veulent les étudiants, c'est trouver un job à la fin. D'accord. Et par rapport à ce projet de l'ETS Digital, comment avez-vous réfléchi à intégrer les compétences du référentiel, puisque la création a été juste après la première année de mise en œuvre du nouveau BTS SAM, et comment avez-vous fait le lien entre votre projet et les compétences du référentiel ? Alors justement, voilà, le but, c'était vraiment à travers la création d'une entreprise fictive, voilà, qui était censée durer donc sur 2 années de formation.
C'était vraiment le but d'agréger toutes les compétences du BTS SAM, donc à travers cette entreprise fictive. Voilà. Donc sur une dynamique d'entreprise, on peut, voilà, c'est vrai que notre référentiel nous laissait quand même de la place sur cette innovation. On a donc 3 domaines de compétences, un sur la gestion de projet, un autre sur l'optimisation des process et un autre sur la gestion des ressources humaines. Donc par rapport à une entreprise, par rapport à la vie réelle, c'est vrai que ce socle et ce référentiel de compétences nous permettaient finalement d'enrichir et de nourrir cette entreprise fictive. Et voilà. Donc c'était assez facilité. Donc effectivement, il y avait des compétences liées au BTS SAM, mais il y a également les compétences professionnelles, on va dire, mais également les compétences transversales, par le biais de la mise en place de Let's Digital. Tout à fait. On peut peut-être reprendre un petit peu les différentes phases de la construction de notre projet, si vous voulez. Donc, si on part de la phase d'initialisation du projet, il y avait quelque chose qui était institutionnel au départ. C'est-à-dire que l'institution nous a demandé à organiser le transfert d'une formation d'un lycée général réputé de Lyon dans un lycée professionnel, avec un budget pour aménager des espaces et aussi avec l'idée de faire travailler ensemble des professeurs certifiés et des professeurs PLP. Évidemment, ce transfert ne s'est pas fait tout à fait facilement. Et au début, on s'est trouvés tous les deux à travailler sur ce projet. Et notre intention pédagogique, je pense, très rapidement, a été de créer un environnement d'apprentissage global qui motive, qui entraîne tout le monde. Alors à la fois tout le monde au point de vue des étudiants, quel que soit leur profil scolaire, leur parcours scolaire, mais aussi tout le monde au niveau des enseignants, qu'ils soient d'enseignement général ou d'enseignement professionnel, qu'ils soient certifiés ou PLP. Et donc, à partir de là, notre choix s'est porté sur la création d'une entreprise virtuelle avec une mise en activité des élèves et avec une pédagogie qui soit, je dirais, digitale native. De là est née une stratégie, notre stratégie 5D, avec plusieurs éléments qui nous paraissent très fondamentaux, un décloisonnement des espaces et des enseignements, une digitalisation des outils, une différenciation pédagogique, une dématérialisation des activités et un développement scénarisé. On reviendra dans toutes ces notions un petit peu plus tard. Alors évidemment, c'est vrai qu'on n'a pas pu construire tout ce projet d'un coup de baguette magique, puisque ces 5 étapes-là, voilà, on en parle beaucoup, ne serait-ce que la différenciation pédagogique, pour mettre ça en place, voilà, c'est tout un travail en amont, etc. Donc en fait, on a procédé comme des enseignants classiques de façon pédagogique. On a commencé tout d'abord par se dire, voilà, qu'est-ce qui peut agréger toutes ces compétences? Et c'est là que Let's Digital, finalement, est venu s'insérer au cœur de notre pédagogie. Et c'est le grand 1 que vous voyez en haut, le développement scénarisé. En fait, la première étape, finalement, ce n'était pas tant que ça le digital, c'était créer du sens, en fait. On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure et ce qu'on a aussi beaucoup évoqué dans les témoignages d'entreprise, c'était finalement comment est-ce qu'on va créer du sens à travers cette entreprise fictive. Parce que le digital, effectivement, on voulait le ramener, mais on voulait qu'il ait un sens aussi. Donc cette première étape, c'était créer un scénario, une histoire. Il fallait que l'étudiant, quand il intègre cette formation, que ce soit le premier mois ou le 5e ou le 10e mois, eh bien finalement, à travers ce scénario, il n'en est plus. Il sent une évolution, professionnellement parlant, même humainement parlant, j'ai envie de dire, de façon plus globale. Et donc cette première étape, elle a été finalement, je pense, l'étape clé qui nous a permis d'ancrer petit à petit tout le reste. Et c'est là que finalement, ensuite, donc on a décloisonné les espaces, puisque voilà, il y a une commande avec le rectorat, etc. Peut-être que Philippe, tu pourras expliquer cette étape si tu le un peu plus tard. Parce que simplement, donc, pour incarner cette stratégie 5D, Let's Digital correspondait quand même bien. C'est une agence de communication digitale dont l'activité principale est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. Donc c'était assez parlant par rapport à ce que l'on voulait faire. Et évidemment, ensuite, tout ce qu'on en a pensé, eh ben, c'était relatif à cette entreprise virtuelle. D'accord. Et donc, par rapport au décloisonnement, vous nous expliquez que déjà, il y a eu un premier travail qui a été fait pour faire travailler les enseignants ensemble. Est-ce que ce décloisonnement, il a été rendu plus facile par le biais du projet pédagogique à élaborer dans le cadre du BTS SAM en début de formation? Alors, il y a quelque chose qui va bien illustrer, je pense, cette question. C'est justement l'espace que vous voyez donc, au centre de la diapo. Donc à travers cet espace, en fait, on peut quand même commencer à voir ce décloisonnement. Donc vous voyez qu'on a des espaces de différentes natures. Nous avons donc une salle de réunion, 3 espaces de travail en îlot ou en marguerite, donc en open space. Nous avons également donc un espace accueil pour accueillir des partenaires, des personnes venant de l'extérieur. Et nous avons également une salle donc au centre, un peu sur la gauche. Et en fait, surtout dans cette salle, nous menons souvent des projets un petit peu
ponctuelle, disons. Et voilà, donc on voit une diversité des espaces, et à travers cette diversité, finalement, nous arrivons à différencier pédagogiquement et à décloisonner aussi. Alors, on va peut-être rentrer dans le détail petit à petit, mais en tout cas, retenez bien cette chose. Tout d'abord, donc la deuxième étape, ça a vraiment été le décloisonnement de l'espace, puisqu'une fois qu'on a le scénario, il faut finalement faire vivre ce scénario, parce que sinon, on reste sur quelque chose de fictif. Et nous, ce qu'on voulait, c'est aller un petit peu plus loin et le rendre vraiment réel. Et là, donc, le décloisonnement, il a rendu vraiment il a donné aux salariés, finalement, ou aux collaborateurs de l'Est Digital, sa place en tant que tel dans un espace réel. Alors, pour vous faire comprendre quand même, parce que quand on voit décloisonnement des espaces et qu'on voit des cloisons, on dit il y a un petit problème. En réalité, notre idée, c'est que tous les profs viennent dans cet espace. Il n'y a pas des espaces pour l'enseignement général et des espaces pour l'enseignement professionnel. Hein, c'est-à-dire, tous les étudiants restent toujours dans cet espace et ce sont les enseignants qui viennent ici, quelle que soit leur spécialité. Et ça, c'est fondamental pour commencer à travailler ensemble. Vous voyez ensuite que nous avons une digitalisation des outils, et ça c'est important. On a bien sûr équipé cet espace de postes fixes, c'est assez traditionnel, mais on les a aussi équipés de portables, d'ordinateurs portables, de façon à ce que les étudiants puissent se déplacer dans n'importe quel lieu de l'espace professionnel et travailler comme ils l'entendent. Ils peuvent même aller à l'extérieur, puisqu'on a du Wi-Fi. Et ce Wi-Fi, il a bien plus d'utilité que ça, c'est-à-dire qu'on veut que les étudiants utilisent leur smartphone, parce qu'on l'a vu, aujourd'hui, sans smartphone, on ne peut pas travailler digitalement. Avec le Wi-Fi, on n'a plus cette question « Ah ben moi, je n'ai pas d'abonnement, mon abonnement, j'ai plus de crédit » ou des choses comme ça. Tout le monde peut... Parce qu'ils ont des smartphones globalement. C'est un problème d'abonnement qu'ils n'ont pas. Et de même, on a une digitalisation, une dématérialisation des activités, parce que, en réalité, on n'a pas de livres, on a très peu de papier. Toute la documentation, elle est sur un espace numérique, on a des MOOC, des choses comme ça, et donc tout est digital en fait, dès le départ. C'est pour ça qu'on parle de pédagogie digitale native, si vous voulez. Voilà, donc je termine juste là-dessus parce qu'il y a un point important. C'est vrai qu'en amont, on a parlé du sens. Ensuite, donc, aller chercher l'outil digital, puisque voilà, pour être un petit peu dans l'air du temps, dans ce qui parle à nos étudiants. Et puis ensuite, la phase de dématérialisation, elle est importante parce que sur cette phase-là, en fait, pour nous, c'était de nous dire, bah voilà, on a ces ordi, on a ces PC, on a ces téléphones, qu'est-ce qu'on en fait finalement ? Parce qu'on peut rester là, les regarder. Et donc, voilà, c'était vraiment avoir une réflexion sur comment on va les utiliser. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de partenaires. Donc, on a un partenaire, par exemple, pour le SIRH, pour le système d'information des ressources humaines, qui nous permet d'avoir toute une base, en fait, un annuaire avec tous les salariés, tous les collaborateurs de l'entreprise, avec la photo, les données personnelles, avec les compétences aussi, développer et à acquérir. Et donc, voilà, on a des PGI, des MOOC, comme il a été cité. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'était une réflexion globale sur plusieurs niveaux. Alors, par rapport à cette organisation, donc vous parlez de décloisonnement des espaces, on a parlé de décloisonnement des enseignements, et puis vous nous dites que c'est un espace qui leur permet d'acquérir les compétences. Justement, est-ce que vous avez pu constater une montée en compétences par rapport aux compétences du référentiel des étudiants par rapport à cette... On va peut-être expliquer un petit peu d'autres choses avant, parce que c'est à la fin, si peut-être, ça vous fait rire. D'accord, pas de problème. Je fais comme les hommes politiques, je sais. Si vous voulez préciser, allez-y. Tu es l'intervieweur et l'interviewé. Voilà, les deux. Voilà, il fait les deux. Non, simplement, si vous voulez, la progression pédagogique, notre progression pédagogique, elle s'inscrit dans l'histoire de l'Est Digital, elle s'inscrit dans l'histoire des salariés. Il va y avoir une phase de recrutement, une phase de formation, une phase d'intégration, etc. Et grâce à ça, si vous voulez, on va avoir déjà un décloisonnement des enseignements qui se met en route, puisque dans chacune de ces phases, tout le monde intervient. On va avoir, par exemple, des entretiens qui vont se dérouler en anglais, des choses comme ça. Donc, le décloisonnement est en route comme cela, des enseignements. Et puis, dans cette histoire, il y a une logique, si vous voulez. C'est-à-dire que l'Est Digital, c'est le fil rouge qui permet de se retrouver à la fois enseignants et étudiants. Quand vous faites plein d'activités disparates, le risque, c'est que chacun fasse des choses et qu'on n'y comprenne plus rien au bout du compte. Là, il y a toujours l'Est Digital qui nous ramène. On fait ça parce que l'Est Digital a prévu telle chose. On va peut-être répondre à votre question maintenant. Voilà, donc en termes de montée en compétences par rapport justement au travail qu'effectuent vos étudiants dans cet espace décloisonné et dans le cadre de ces enseignements aussi décloisonnés, est-ce que vous avez pu constater donc une montée en compétences de vos étudiants ? Oui, bien sûr. Alors là, je vais répondre de façon un petit peu mitigée. Parce qu'en réalité, je pense que comme beaucoup d'entre nous, quand on se met sur un projet d'innovation pédagogique, et on l'a encore dit ce matin, il y a forcément des risques.
bien sûr accompagné d'un droit à l'erreur si possible, mais voilà. Donc en tout cas, si vous voulez, les outils pour évaluer cette montée en compétences, ils vont pas venir naturellement. Ça va être à nous finalement de réfléchir, parce qu'on a quand même une nouvelle pédagogie qu'on a pensée en amont, mais en aval, voilà, ça demande une autre réflexion pour évaluer ces compétences à travers l'utilisation des outils, des PGI, du SIRH, etc. Et ça, voilà, c'est pas forcément, ça demande aussi de l'innovation finalement. Alors, il y a plusieurs pistes qu'on a pu exploiter. La première, c'est qu'on a fait intervenir finalement des partenaires extérieurs qui sont venus en fait faire passer des entretiens. Vous voyez, sur la première phase donc, de recrutement qui a eu lieu donc, au mois de septembre, on a des partenaires professionnels qui viennent et qui réalisent des entretiens de recrutement pour recruter ses collaborateurs dans l'entreprise fictive. Voilà. Donc ça, c'est déjà une première étape qui nous permet, donc courant octobre, de voir un petit peu comment l'étudiant il a travaillé sur son CV, sur sa lettre de motivation, quel aspect digital il a donné à tout ça, comment est-ce qu'il a envoyé sa candidature, est-ce que son mail était soigné, etc. Donc voilà, il y a toute une phase, il y a si vous voulez, un accompagnement avec les partenaires qui est intéressant. Après, il faut savoir aussi que sur le SIRH, on a, sur le système d'information donc des ressources humaines, on a un certain nombre de fonctionnalités qui permettent d'entrer des compétences, d'avoir un suivi. Et là, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis ici, mais ça permet d'avoir par collaborateur une espèce de matrice qui est validée par le manager, en l'occurrence donc les enseignants, et qui va dire, voilà, donc sur la compétence gestion des données, donc tu es sur un niveau 2 ou un niveau 3, il te reste encore 2 paliers à atteindre. Et ça, voilà, c'est ce qu'on en est encore dans les balbutiements, bien évidemment, puisque le référentiel a été réformé il y a très peu. Mais en tout cas, c'est une première piste. Mais évalué par l'outil digital, je pense que ça va être une piste à creuser. Moi, je voudrais quand même insister sur le fait que dès les premiers jours de l'année scolaire, tous les axes de notre stratégie 5D sont mis en œuvre. Parce que si on rentre dans le détail du recrutement, en fait, ce sont les BTS deuxième année qui rédigent les fiches de poste et qui les mettent sur une plateforme numérique. Ensuite, nous avons les BTS première année qui font leur CV, lettre de motivation, mais aussi des CV tubes. Ils utilisent la vidéo, ils passent des tests, ils s'entraînent en réalité virtuelle pour passer des entretiens donc avec des casques. Donc tout ça, on est dans le 5D. Ensuite, on a donc ces entretiens réels avec des jurys interâges composés de professionnels, d'enseignants de matière générale, d'enseignants de matière professionnelle, de BTS deuxième année. Donc là aussi, on mélange tout, on a du collaboratif, etc., etc. Donc vous voyez, dès le démarrage, on met tout ça. Et par rapport à votre question, est-ce qu'on monte en compétences? Bien sûr, ça dépend de qui. Moi, je constate quand même quelque chose. C'est que quand on regarde nos étudiants en deuxième année, eh bien, on a un certain nombre d'élèves qui sont issus de Bac Pro qui sont toujours très motivés. Pas tous, hein, on est bien d'accord, mais une partie, on va dire au moins 1 sur 2, qui est toujours très motivé, je pense, grâce à cette pédagogie. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas plus de difficultés. Je pense surtout aux difficultés rédactionnelles, parce que là, c'est notre vrai problème. Mais je dirais, dans tout le reste, eh ben, il est à fond dedans. Et pour ceux qui sont rentrés en première année avec un bon niveau, là, quel que soit le parcours scolaire, on constate que non seulement ils savent bien sûr utiliser les outils, des choses comme ça, mais ils ont pris une distance par rapport à ce qu'ils font, avec une capacité de réflexion qui, globalement, est en progrès. Maintenant, comme tu dis, il y a encore beaucoup de progrès à faire globalement. Oui, par rapport aux critères de performance du référentiel, il y a la partie communication et gestion de l'information qui me semble particulièrement bien adaptée dans le cas de Let's Digital. Et après, il reste la performance par rapport au domaine d'activité du BTS, où là, effectivement, ça doit être un peu plus au cas par cas. Très honnêtement, moi, où je me heurte à un mur, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est le côté rédactionnel. C'est-à-dire que vraiment, dès qu'on veut avoir de la rédaction, les tournures sont mauvaises, des fautes, il y en a partout. Ça, c'est un vrai problème. Et là, on n'a pas trouvé la solution. Alors justement, Philippe, quelle trace de l'activité gardent vos élèves? Est-ce que, je ne sais pas, il y a une trace personnelle comment est-ce qu'ils suivent eux-mêmes leurs apprentissages? Alors déjà, il y a une trace personnelle dans le genre portfolio. Vous avez vu par exemple la petite vidéo qui a été faite par une étudiante. Je pense que c'est quelque chose qui peut être dans un portfolio par exemple. Donc chaque fois qu'il a comme ça des choses, où vous voyez il y a une carte, c'était un événement qu'on a organisé, vous voyez une invitation. C'est une invitation, l'élève a fait ça 20 fois et c'est la rectrice qui a validé à la fin l'invitation, parce que c'était une invitation comme ça importante. Et bien ça, c'est quand même quelque chose qui peut aller dans un portfolio, il me semble.
Voilà. Oui, non, juste pour compléter, c'est vrai qu'un de nos 5 principes, on l'a vu, c'était c'était la différenciation pédagogique. Donc dans ce cadre-là, c'est vrai que la trace qui sera gardée, préservée par l'étudiant, elle va être différente selon le secteur dans lequel il intervient, puisqu'on en a finalement qui sont au service RH, d'autres qui sont au service administratif, d'autres qui sont au service de la gestion de projet, et ils ne sont pas dans ces services au même moment. Donc forcément, ils ne pourront pas garder les mêmes traces puisqu'on est sur des activités de nature différente. Mais à la fin, effectivement, le fait de tout agréger dans un portfolio ou dans un livret de compétences commun, effectivement, ça sera, je pense, très important. Je peux vous donner un autre exemple. On a un élève assez particulier, c'est que chaque fois qu'il va quelque part, il se fait prendre en photo avec la personnalité locale. Une fois, c'est le ministre, une fois, c'est la rectrice, une fois, c'est le président de la région. À chaque fois. Et ben, je peux vous dire qu'il a un carnet d'adresses, ça commence à être impressionnant. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut lui servir plus tard. Et en tout cas, il se met déjà sur une liste pour les élections municipales. Visiblement, il a une suite dans les idées. Et alors, comment est-ce que vous faites, quel outil de pilotage vous avez développé entre vous pour suivre les activités que vous faites chacun les autres dans le cadre du fonctionnement de Let's Digital? Et comment est-ce que vous partagez ça aussi avec les profs d'enseignement généraux? Alors, non, mais bien sûr, c'est vrai qu'en apparence, on a une question, mais en fait, on a plusieurs qui sont sous-jacentes, donc je vais essayer d'organiser ma réponse. Alors, tout d'abord, il faut savoir que comme je le rappelais, donc comme c'est une expérimentation, effectivement, on a voulu tester individuellement un certain nombre d'outils permettant de valider des compétences. Donc, on a recensé, parce que il y a énormément de compétences dans le référentiel, je pense que c'est comme tous. Voilà, on a beaucoup de... Donc on a commencé par un fichier Excel, finalement, avec des choses assez évolutives, des niveaux de couleurs, et voilà, essayer de retracer des niveaux d'évolution par étudiant. L'étudiant s'auto-évalue, ensuite il y a une évaluation du manager, et puis il voyait un écart, et il pouvait se situer par rapport à son niveau d'évolution dans le poste visé. Voilà, puisque tous les étudiants ont un poste bien spécifique qu'ils gardent pendant pendant un mois ou 2. Donc ça, c'était le premier outil. Ensuite, donc, ce que moi j'ai pu expérimenter sur le système d'information des ressources humaines, c'est à peu près la même chose, mais de façon peut-être un petit peu plus intuitive. Voilà. Parce que là, on a les compétences qui sont entrées dès le début, avant même que l'étudiant se lance sur l'activité. Il sait qu'il devra développer telle et telle et telle compétence en amont. Donc ça, c'est important pour lui parce qu'il a une sorte de matrice sur laquelle il voit voilà, quel niveau il devra atteindre. Et ce que ça nous permet, nous, en tant qu'enseignants, entre guillemets managers, c'est à distance de pouvoir voir aussi comment le salarié il va se positionner dans cette matrice et de pouvoir lui dire, bah voilà, là, je pense que voilà, tu serais plutôt à 4, pas vraiment à 5. Donc là, il te resterait... Et puis aussi, alors, ce qui est envisagé, c'est la création d'entretiens individuels, comme en entreprise finalement. Des entretiens individuels de développement, où finalement, on reçoit, donc on est 4 enseignants d'économie-gestion, on partage en fait le nombre d'étudiants, on les reçoit et on discute sur la matrice en leur disant voilà, alors est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es positionné sur ce chiffre-là? Donc là, l'étudiant, il argumente, il nous donne son avis. Voilà, je pense qu'en ayant réalisé telle production et telle production, eh bien, je pense que je peux me situer sur ce niveau. Donc là, soit on rectifie le tir et on argumente également, mais en tout cas, il y a un échange. Et ça aussi, c'est important, je pense, dans la posture du professeur qui est repensé à ce niveau dans la pédagogie. C'est presque horizontal, j'ai envie de dire, même si voilà, on garde quand même une posture de formateur, d'apprenant, mais il y a quand même un échange qui est créé. Et l'étudiant, finalement, j'ai envie de vous dire, il peut défendre ce qu'il a à défendre quelque part. Dans le cadre d'un entretien individuel, il peut dire, bah voilà, vous me voyez plutôt à ce niveau-là, mais j'ai aussi telle production et telle production, donc voilà. Alors après, bien sûr, ça nécessite de l'organisation parce qu'il faut se partager les étudiants. On a quand même un confort, c'est qu'on a 24 étudiants qu'on peut se partager à 4 enseignants. Donc voilà, faire passer des entretiens individuels, ça pourrait être un petit peu plus aisé que dans certaines filières, certaines promotions. Mais c'est une idée qu'on a. Juste un tout petit complément, c'est que la coordination entre ce que l'on fait passe beaucoup par WhatsApp. Énormément entre les profs. On a des groupes, alors le groupe des profs d'enseignement professionnel, le groupe de toute l'équipe, le groupe des fois qu'avec un prof. Et puis avec les élèves, c'est exactement la même chose. Avec les étudiants, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a des groupes classes, des groupes pour un projet ou des communications à 1-1. Donc WhatsApp est vraiment pour nous devenu un outil pédagogique. Et moi, je sais que je passe énormément de temps avec des messages avec mes étudiants. Et honnêtement, petit à petit, je les cerne au niveau compétences. C'est incroyable. Par exemple, la réactivité.
La réactivité, si vous avez une demande et que en face, ça met 10 ans pour répondre, il n'y a pas de réactivité, et l'inverse. Hein. De même, la curiosité, si on vous pose toujours des questions ou pas. C'est un outil qui permet une évaluation aussi. Vous êtes dans votre 2e année d'expérimentation, ça semble assez simple quand vous le présentez. Combien de temps de travail ça représente en back-office? Justement, quelle agilité, adaptation, si on reprend les mots de ce matin, pour une équipe qui voudrait se lancer, quelle est la première étape? Déjà, une première réponse, je pense que ce n'est pas tellement le temps, la masse en tant que telle, c'est l'agilité. Parce que c'est sûr que les horaires, il n'y a pas vraiment d'horaire précis à gérer. Par exemple, les étudiants, ils ont pris l'habitude de m'envoyer des messages à n'importe quelle heure, n'importe quel jour. Ça ne veut pas dire qu'en masse, c'est énorme, mais c'est vrai que ça a une importance. C'est-à-dire que les jeunes aujourd'hui, ils ont une question, ils ont envie d'avoir la réponse tout de suite. Et ça change tout. C'est-à-dire que moi, quand je commence à répondre, ça turbine derrière. Ce n'est pas une question de masse, c'est une question d'agilité. Je crois que c'est surtout ça, pas pour moi. Merci pour la question. En espérant qu'elle ne réveille pas trop de mauvais souvenirs. Mais alors, moi je pense, je rejoins un petit peu Philippe, j'évoquerai peut-être le terme d'intelligence collaborative dans l'équipe enseignante. Dans le sens où si en amont, dès la première étape qu'on a montrée, on arrive à créer du sens et à monter un projet qui parle, et ce qui est vraiment important, je pense, dans ce projet-là, ça va être de l'ouvrir aussi aux enseignements généraux. Comment est-ce qu'on va intégrer l'anglais dans le recrutement ? Est-ce qu'on va faire rédiger des CV, des lettres en anglais? Est-ce que l'entretien de recrutement, il pourrait y avoir un passage en langue anglaise? Comment est-ce qu'on intègre la culture générale, par exemple dans une phase d'accueil? Voilà, donc en fait, ces grands thèmes que nous avons choisis sont transversaux. Voilà, parce que finalement, dans le recrutement, dans l'accueil, il y a tout un tas d'activités possibles. Et nous avons choisi volontairement ces termes de façon suffisamment large pour que tous les enseignements s'intègrent. Donc la première chose, c'est l'intégration dans l'histoire finalement de tous les enseignements. Et puis ensuite, voilà, il y a toute, on va dire, une dynamique de sensibilisation pour intégrer les groupes WhatsApp enseignants qu'on a créés. Alors, on essaie de limiter quand même, de ne pas échanger sur des créneaux, pas trop après 20h, et un petit peu, le week-end, on se repose aussi. Donc, on a aussi un droit à la déconnexion. Et je pense que quand ce travail-là, il est fait en amont, finalement, la charge de travail est beaucoup plus réduite qu'il n'y paraît, même sur un projet d'innovation. Parce que si on pense bien l'histoire et on pense bien les outils qu'on va utiliser finalement pour gérer cette intelligence collective, j'ai envie de vous dire, ça coule de source parce que chaque enseignant, il est sensibilisé et puis finalement, il est embarqué dans une dynamique qui va l'obliger un petit peu à proposer des choses, si vous voulez. Et je terminerai juste là-dessus, excusez-moi, je suis un peu long. Mais sur le projet qu'on a en AP, en atelier de professionnalisation, on sait que, par exemple, l'enseignant de culture générale, au mois de février, c'est lui le référent. Ça veut dire que nous, en tant que prof d'éco-gestion, on se met derrière et on pilote. Qu'est-ce que tu veux faire? Alors il nous dit, je veux participer au concours, au grand prix littéraire, je ne sais quoi, avec les étudiants. On dit, ok. Alors comment on t'accompagne? Alors est-ce que ça serait possible de monter une vidéo dans le cadre de ce concours? Les étudiants lisent un livre, ensuite on fait une vidéo, etc. Donc là, l'important aussi, c'est de savoir se mettre peut-être à l'arrière, finalement, en support, et de venir un petit peu épauler l'enseignement général, tous les enseignements généraux, finalement. Et je pense que c'est ça aussi qui permet d'agréger tous les efforts. Je rajouterais une petite chose. Quand on a construit un petit peu ce projet... Philippe. Autrement, la salle n'aura pas le droit de poser des questions. Juste là, en fait, quand on a construit le projet, on a fait des petites vidéos, des petits clips de 3 minutes, 7-8 clips comme ça, ce qui fait que d'une part, on informait tous les inspecteurs de ce qu'on voulait faire, etc. Mais ça a aussi permis aux membres de l'équipe qui sont arrivés un peu plus tard de tout de suite comprendre ce qu'on voulait faire et de s'intégrer facilement. Ça a aidé à l'intégration des nouveaux membres de l'équipe. C'était assez important, je pense. Parce que par contre, on n'en a pas parlé, on n'a pas eu le temps, mais on a commencé à 2, mais maintenant, on est une vraie équipe. Et c'est vraiment parce qu'on est toute cette équipe qu'on arrive à progresser, parce que sinon, au bout d'un moment, nous, on aurait été à bout d'idées, on va dire. Là, on est régénéré en permanence par les nouveaux membres de l'équipe. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos collègues ? Merci, vraiment merci beaucoup. Alors, je connais un petit peu le BTS support à l'action managériale, un petit peu, et j'avais une question qui était par rapport au stage, c'est-à-dire comment vous intégrez les acquis de stage dans
dans les 2 années de formation et dans l'expérience de l'agence de communication. Hein, puisque dans le projet qu'il y a de ce BTS, les ateliers de professionnalisation sont un espace où on va justement essayer de mutualiser nos acquis, enfin les acquis des étudiants. Donc voilà, la question des stages et de l'articulation avec votre scénario pédagogique. Alors, je commence avec l'idée que souvent, on pousse les étudiants à trouver un lieu de stage qui corresponde un petit peu à ce qu'ils ont envie de faire. Ça paraît bête, mais c'est important. Parce que, par exemple, j'ai une élève en tête qui est très intéressée par tout ce qui est événementiel. Donc, je l'ai poussée à chercher un lieu de stage où on allait la mettre sur un projet d'événementiel. Et il s'avère qu'elle avait déjà fait un événement dans le cadre d'un projet interne à Let's Digital. Et honnêtement, ils en ont été hyper contents. Et elle a fait une transposition parfaite entre les deux. Mais parce que on l'a fait réfléchir, tu veux faire un stage, mais où, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que tu veux faire? Donc il y a déjà ce côté-là. Ensuite, il y a un côté, c'est vrai qu'il faut qu'on améliore encore, et on essaye de faire une liaison permanente pendant le stage avec l'élève, avec l'étudiant. Et ça passe beaucoup par WhatsApp. Et ça permet, alors qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Dis-moi, qu'est-ce que tu pourrais faire qu'on a déjà appris? Ça passe beaucoup par ça. C'est un outil WhatsApp très simple à la base, mais qui permet justement pendant ces périodes-là d'être en contact tous les jours, de rester en contact. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Géraldine? Géraldine qui connaît un petit peu aussi ce BTS. Merci beaucoup. Alors, vraiment, félicitations tout d'abord pour le projet que vous avez mis en œuvre et dont vous commencez à voir les fruits au bout de cette 2e année. Et effectivement, avec l'enjeu principal qui est la professionnalisation, l'acquisition donc des compétences professionnelles du référentiel et puis au-delà, l'employabilité, effectivement, vous l'avez clairement indiqué. Alors, j'avais une question qui est en rapport avec ce que Philippe nous a indiqué tout à l'heure, à savoir sur eh bien, le profil des étudiants et étudiantes donc, de ce BTS support à l'action managériale. Et tu as dit, Philippe, que eh bien, pour certains profils issus notamment du baccalauréat professionnel, il y avait un souci parfois lié au rédactionnel. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Dans quelle mesure est-ce que la pédagogie du digital native vous a permis de mettre davantage en œuvre une pédagogie différenciée? Je vais donner peut-être un début de réponse. Donc, alors, ça commence très très tôt dans la formation. Vous l'avez vu sur la première phase de recrutement. Donc, on demande à l'étudiant de rédiger son CV, sa lettre de motivation. Il est accompagné aussi par des professionnels qu'on fait intervenir, etc. Et donc, à ce moment-là, on a déjà un premier avis sur ce que, pas un jugement, mais une première évaluation sur ce que l'étudiant est en mesure de produire au niveau rédactionnel et puis à d'autres niveaux. Et ensuite, il y a l'entretien de recrutement. Et là encore, c'est vrai qu'on a la chance d'être accompagné par des professionnels qui vont déterminer finalement, cet étudiant, il en veut, mais il a plutôt telle appétence, il est plutôt sur de la com, il est plutôt sur de la RH. Et en fonction de ça, c'est à ce moment-là, suite à l'entretien de recrutement, que nous allons positionner donc l'étudiant salarié ou collaborateur dans le bon service, dans le service qui lui ressemble en fait, finalement, suite à cet entretien de recrutement qui a été réalisé. Et ça, c'est un premier pas, je trouve, qui est important. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'étudiants qui montent, qui ont des provenances différentes. On en a qui sont très bons sur le rédactionnel, d'autres qui sont moins bons, mais c'est exactement pareil sur les outils bureautiques. Parce que finalement, si vous prenez un étudiant qui vient d'une filière générale, vous le mettez sur un Word ou un Excel, peut-être qu'il n'aura pas forcément les bons réflexes et les bons déclics. Donc c'est à tous les niveaux qu'on essaye de sécuriser en fait. Sur un premier temps de la formation, suite à un entretien réalisé avec des professionnels, on essaie donc de les mettre dans un service qui peut correspondre par rapport aux appétences et aux compétences de l'étudiant. Parce que finalement, c'est aussi ça le but, c'est de conforter l'étudiant dans son parcours. Ça ne veut pas dire qu'on le laissera toujours sur le même service parce qu'il y a une rotation et il sera
bien obligé de se confronter à un moment donné à d'autres réalités. Mais en tout cas, on commence par là. Et c'est très important pour sécuriser ces publics-là, notamment ceux qui ont peut-être des lacunes au niveau rédactionnel. Je pense, et c'est un avis personnel, qu'il ne faut pas les écarter des formations de l'enseignement supérieur. Je complète un petit peu en disant qu'en plus, on ne recrute pas tout le monde en même temps. C'est-à-dire que vous candidatez, mais on ne vous prend pas forcément. Il y a une partie des étudiants qui vont, ben non, c'est pas bon, la digitale ne vous embauche pas tout de suite, donc vous allez en remédiation. Et la remédiation se fait souvent par des pairs, voire par des élèves de bac pro. Il nous arrivait d'envoyer des étudiants en GA pour s'entraîner un petit peu en bureautique, par exemple. Donc voilà, ça c'est important parce qu'il y a une sorte de challenge quand même pour les nouveaux entrants. Ils se disent, mince, je n'ai pas été embauché par l'aide digitale. Je suis pas... Ils sont un peu gênés quand même, hein, donc ils ont une période de remédiation. Bon, bah, écoutez, il nous reste à vous remercier pour la présentation. Merci et longue vie à l'aide digitale.